Marianne Dubois se tenait immobile devant la façade scintillante du siège d'Air Liberté, à Paris, ses yeux sombres fixant l'enseigne bleue et or de la compagnie aérienne. À 70 ans, cette femme élégante, ancienne professeure d'économie à la Sorbonne, avait traversé bien des tempêtes dans sa vie, mais jamais elle n'avait ressenti une humiliation aussi cuisante que celle qu'elle avait subie à bord d'un de leurs vols. Une colère froide, mêlée de détermination, brûlait en elle. 3 mois plus tôt, on lui avait refusé la place en première classe qu'elle avait payée de sa poche, sous prétexte qu'elle ne correspondait pas au profil attendu. Une femme noire, d'un certain âge, en tailleur impeccable, n'avait, selon eux, rien à faire parmi les voyageurs d'élite. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en Marianne, mais ce n'était pas sa dignité. Non, c'était sa patience. Elle avait décidé, dans un élan aussi audacieux qu'inattendu, de racheter cette compagnie pour en faire un modèle de respect et d'équité. Debout sous le ciel gris de Paris, elle murmura pour elle-même. Air Liberté appartient désormais à la femme que vous avez méprisée. Ce n'était pas une simple revanche. C'était une révolution. Marianne ajusta les perles de ses boucles d'oreilles, un cadeau de son défunt mari, Étienne, mort 2 ans plus tôt. Son reflet dans la vitre d'un café voisin renvoyait l'image d'une femme distinguée, aux cheveux poivre et celles coupées en un carré soigné, encadrant un visage marqué par la sagesse et les combats d'une vie. Malgré l'arthrite qui rendait ses mains parfois tremblantes, elle avait choisi avec soin sa tenue pour cette journée spéciale. Un tailleur bleu marine, taillé sur mesure, et une écharpe de soie crème, nouée avec l'élégance discrète qui caractérisait les Parisiennes de sa génération. Ce voyage à Nice pour rendre visite à sa fille Claire et ses petits-enfants, Camille et Lucas, était un moment qu'elle attendait depuis des mois. La pandémie les avait séparés trop longtemps et Marianne, avec l'héritage substantiel d'Étienne et ses investissements avisés, avait décidé de s'offrir un billet en première classe chez Air Liberté. « Tu mérites le confort, ma chérie », lui avait dit Étienne avant de partir, ces mots résonnant encore dans son esprit. Ce choix n'avait pas été facile. Née dans une famille modeste de Martinique, arrivée en métropole dans les années 1960, Marianne avait grandi avec une méfiance instinctive envers les espaces réservés aux élites blanches. Même avec son doctorat de la Sorbonne et une carrière universitaire prestigieuse, elle avait affronté d'innombrables micro-agressions et discriminations au fil des décennies. Mais elle s'était convaincue que les temps avaient changé. Du moins, ils auraient dû. Dans son appartement du 6e arrondissement, Marianne prépara ses affaires avec soin. Elle glissa ses médicaments, un roman de Colette, et sa tablette dans un sac à main en cuir signé Hermès, un autre vestige des goûts raffinés d'Étienne. Le taxi arriva à 9h30 précises, conduit par un jeune homme nommé Pierre, dont le sourire chaleureux et les manières courtoises la mirent immédiatement à l'aise. « Vous partez en vacances, madame » demanda-t-il en chargeant sa valise dans le coffre. « Une réunion de famille », répondit Marianne avec un sourire, appréciant son ton respectueux. Ils discutèrent de la météo capricieuse de Paris, Pierre plaisantant sur l'humeur changeante d'avril, comme une vieille tante qui ne sait pas ce qu'elle veut. Marianne rit et lui laissa un généreux pourboire en arrivant à l'aéroport Charles de Gaulle. Au comptoir d'enregistrement de première classe d'Air Liberté, l'hôtesse, une jeune femme nommée Camille selon son badge, l'accueillit avec une politesse irréprochable. « Bonjour, docteur Dubois. Votre vol pour Nice est à l'heure. Souhaitez-vous un siège côté hublot ou couloir ?»« Hublot, s'il vous plaît, » répondit Marianne, ravie qu'on l'appelle par son titre académique, qu'elle avait pris soin d'inclure lors de la réservation. Camille traita son enregistrement avec efficacité et lui indiqua la file prioritaire pour les contrôles de sécurité. Le passage à la sécurité fut rapide, bien que l'agent de la PAF ait jeté un regard un peu trop insistant sur son passeport. Marianne haussa mentalement les épaules et se dirigea vers le salon de première classe. Là, elle s'installa dans un fauteuil moelleux, savourant un café offert et une viennoiserie, tout en parcourant des photos de Camille et Lucas sur sa tablette. L'atmosphère calme du salon, avec ses tapis épais et ses serveurs discrets, lui donna un sentiment de luxe bien mérité. Elle se permit un instant de détente, imaginant les rires de ses petits-enfants lorsqu'elle les serrerait dans ses bras.
2 heures plus tard, l'embarquement commença. Marianne rassembla ses affaires et rejoignit la file prioritaire. L'agent à la porte scanna son billet avec un sourire. « Bon vol, docteur Dubois. » En descendant la passerelle, son cœur battait d'excitation à l'idée de revoir Claire et les enfants. Elle salua poliment le pilote, un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, qui lui rendit un vague hochement de tête. À l'entrée de la cabine, une hôtesse blonde, dont le badge indiquait Sophie Garnier, consulta son billet. « Bienvenue à bord », dit-elle d'un ton mécanique en désignant l'arrière de l'avion. L'embarquement en classe économique est presque terminé. Marianne sourit patiemment. « Je suis en première classe, siège 3A. » Sophie regarda à nouveau le billet, puis Marianne, ses yeux s'attardant sur son visage, puis descendant vers ses chaussures confortables mais élégantes. « Vous êtes sûr d'être en première classe ?» demanda-t-elle, sa voix assez forte pour attirer l'attention des passagers à proximité. Marianne sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mais elle garda son calme. « Oui, je suis certaine. Siège 3A. » Et si? Avec une réticence évidente, Sophie indiqua la cabine de première classe. Marianne s'installa à son siège côté hublot, glissant son sac sous le siège devant elle. Le cuir du fauteuil était doux, l'espace généreux, et elle laissa échapper un soupir de soulagement. Elle observa les autres passagers de première classe, majoritairement des hommes d'affaires blancs, que Sophie accueillait avec des sourires chaleureux. Un homme d'âge moyen en costume coûteux s'assit à côté d'elle, à peine un regard dans sa direction avant de sortir son ordinateur portable et de se plonger dans son travail. Marianne tourna son attention vers le hublot, observant l'équipe au sol charger les bagages dans la soute. Sophie revint bientôt, offrant du champagne aux passagers avant le décollage. Elle servit les 2 premières rangées, puis passa directement aux rangées 4 et 5, ignorant délibérément Marianne. Quand elle eut terminé, elle se dirigea vers le galet. « Excusez-moi, » dit Marianne poliment, « je n'ai pas reçu de champagne. » Sophie se retourna, son expression se durcissant. « Je suis désolée, quel est votre siège déjà? »« 3A, » répondit Marianne, maintenant sa contenance malgré l'inconfort grandissant qu'elle ressentait. Sophie jeta un coup d'œil à l'homme à côté de Marianne, qui leva les yeux de son écran avec un intérêt léger. « Et vous êtes sûre d'être en première classe ?» demanda Sophie plus fort cette fois. Marianne sentit ses joues s'échauffer. Plusieurs passagers se tournèrent pour regarder. « Oui, » dit-elle fermement. « J'ai acheté un billet en première classe. Voici ma carte d'embarquement. » Elle la tendit, mais Sophie ne fit aucun geste pour la prendre. « Je vais vérifier avec mon superviseur, » dit-elle avant de s'éloigner. Marianne resta assise dans un silence inconfortable, consciente des regards curieux autour d'elle. L'homme à côté d'elle était retourné à son ordinateur, indifférent à sa situation. Quelques minutes plus tard, Sophie revint avec le chef de cabine, un homme grand aux cheveux dégarnis, dont le badge indiquait Thierry Lambert. « Y a-t-il un problème ?» demanda Thierry, s'adressant à Sophie plutôt qu'à Marianne. « Cette dame affirme être en première classe, mais je ne la trouve pas sur ma liste, » expliqua Sophie, insistant sur le mot « dame » d'une manière qui fit tressaillir Marianne intérieurement. « J'ai ma carte d'embarquement ici, » dit Marianne, l'attendant à nouveau. Thierry y jeta à peine un coup d'œil. « Il pourrait y avoir une erreur à l'enregistrement. Puis-je voir votre reçu de billet ?» Marianne ouvrit son sac et produisit l'email de confirmation montrant son achat en première classe, avec le reçu prouvant le montant considérable qu'elle avait payé. Thierry l'examina, les sourcils froncés, tandis que Sophie restait les bras croisés. « Cela indique bien la première classe, » admit-il à contre-cœur. « Mais notre manifeste montre une certaine confusion. Le système a peut-être attribué un surclassement par erreur. »« Je n'ai pas reçu de surclassement, » dit Marianne calmement. « J'ai spécifiquement acheté un billet en première classe. » L'homme à côté d'elle leva enfin les yeux. « Y a-t-il un problème? Nous sommes déjà en retard. »« Aucun problème, monsieur, » assura Thierry rapidement. « Juste une confusion de siège. Nous la réglons. » La voix du commandant de bord retentit dans l'interphone, annonçant un léger retard dû au contrôle aérien. Marianne remarqua Sophie chuchotant quelque chose à Thierry, qui hocha la tête et s'approcha du cockpit. Quelques minutes plus tard,
Il revint avec le pilote, un homme nommé capitaine Julien Moreau. « Quel est le problème ?» demanda Moreau, son ton trahissant une irritation d'être dérangé avant le vol. Thierry expliqua la situation à voix basse, Marianne captant des bribes comme « confusion de siège » et « possible erreur du système ». Moreau jeta un coup d'œil à Marianne, puis à sa carte d'embarquement et son reçu. « Madame, dit-il, omettant son titre malgré son nom clairement indiqué, il semble y avoir une confusion concernant votre siège. Pour le confort de tous les passagers et éviter tout retard supplémentaire, accepteriez-vous de prendre un siège disponible en classe économique? La compagnie vous remboursera bien sûr la différence. » Marianne eut l'impression d'avoir reçu une gifle. L'implication était claire. Il ne croyait pas qu'elle méritait d'être en première classe. « J'ai acheté un billet en première classe, » répéta-t-elle, sa voix stable malgré le tremblement qu'elle sentait dans ses mains. « J'ai confirmé hier. Il n'y a aucune confusion, sauf celle que vous créez maintenant. » Moreau échangea un regard avec Sophie et Thierry. « Madame, je comprends, mais nous devons décoller. Nous pouvons régler cela une fois en vol. »« Vous pouvez régler cela maintenant en me laissant m'asseoir dans le siège que j'ai payé, » insista Marianne, son cœur battant plus vite. L'homme à côté d'elle soupira bruyamment. « Écoutez, pouvons-nous simplement partir? J'ai une correspondance à faire. » Moreau baissa la voix. « Madame, je dois insister. Pour la sécurité et le confort de tous les passagers, veuillez rassembler vos affaires et suivre l'hôtesse en classe économique. » La cabine de première classe était devenue silencieuse. Marianne sentit des dizaines de regards posés sur elle, mais aucun passager ne prit sa défense. L'humiliation lui brûlait la poitrine comme un acide. Avec des mains tremblantes, elle ramassa son sac et se leva. « Ceci est de la discrimination, » dit-elle clairement, assez fort pour que tout le monde l'entende. « J'ai payé pour la première classe et je suis retirée à cause de mon apparence. »« Ce n'est pas vrai, madame, » répondit Sophie rapidement. « C'est simplement une confusion de siège. Veuillez me suivre. » Avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler, Marianne suivit Sophie à travers la cabine de première classe, puis la classe affaires, jusqu'à la section économique bondée. Elle sentit les regards des autres passagers, certains compatissants, d'autres curieux, mais aucun intervenant. Sophie la conduisit à un siège central au fond de l'avion, entre un homme corpulent qui occupait déjà l'accoudoir et une jeune mère avec un bébé agité. « C'est le seul siège disponible, » dit Sophie avec une satisfaction mal dissimulée. « Le vol est complet. » Marianne s'assit, ses genoux pressés contre le siège devant elle. Sa hanche arthritique protesta dans cet espace exigu. Le bébé à côté d'elle se mit à pleurer, et la mère s'excusa. « Je suis désolée, ses oreilles lui font mal au décollage. J'ai essayé d'avoir un siège hublot, mais ils ont dit que le vol était plein. »« Ce n'est pas votre faute, » assura Marianne, bien que sa douleur à la hanche s'intensifiait. Son sac, contenant ses médicaments, était resté dans le compartiment au-dessus de son siège, en première classe. « Puis-je au moins récupérer mon bagage à main ?» demanda Marianne. « Je demanderai à quelqu'un de le ramener après le décollage, » répondit Sophie avant de s'éloigner. Alors que l'avion roulait vers la piste, Marianne ferma les yeux, luttant contre les larmes d'humiliation et de colère. L'homme à côté d'elle s'endormit presque immédiatement, son corps ajoutant à l'inconfort de l'espace restreint. Le bébé continuait de pleurer par intermittence, et la mère s'excusait à répétition. 1 heure après le décollage, une autre hôtesse, une jeune femme noire nommée Aïssa, apporta enfin le sac de Marianne. Elle le lui tendit avec un regard désolé mais ne dit rien. Marianne prit 2 comprimés contre la douleur avec une petite tasse d'eau offerte lors du service de boisson. La douleur à sa hanche diminua légèrement, mais la blessure à sa dignité restait vive. Tout au long du vol, Marianne remarqua Sophie parcourant la cabine, évitant soigneusement tout contact visuel avec elle. À mesure que l'avion entamait sa descente vers Nice, Marianne pensa à Claire et aux enfants qui l'attendaient à l'aéroport. Elle refusait de laisser cet incident gâcher leurs retrouvailles. Elle sourirait, les serrerait fort dans ses bras, et garderait ses larmes pour plus tard. Mais lorsque les roues touchèrent en la piste, Marianne fit une promesse silencieuse à elle-même,
Cette humiliation ne resterait pas sans réponse. La pluie fine tombait sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur lorsque Marianne traversa le terminal, son corps endolori par le siège exigu. Malgré l'inconfort physique, son cœur s'allégea en voyant Claire agiter la main près du tapis à bagages, accompagnée de Camille, 9 ans, et Lucas, 14 ans. « Maman !» s'écria Claire, se précipitant pour l'enlacer. À 45 ans, Claire était le portrait craché de Marianne dans sa jeunesse, avec ses boucles naturelles et son sourire éclatant. « Mamie !» Camille se jeta dans les bras de Marianne, manquant de la faire tomber, tandis que Lucas, fidèle à sa dignité d'adolescent, s'approcha plus lentement avant d'accepter l'étreinte de sa grand-mère. « Mes amours !» murmura Marianne, respirant le parfum de fraise des cheveux de Camille et tapotant l'épaule de Lucas, désormais presque aussi grand qu'elle. « Regarde comme tu as grandi, Lucas. Tu vas bientôt dépasser ton père. »« Déjà fait, » répondit-il avec un sourire fier, « d'un demi-centimètre. » Claire prit le bagage à main de Marianne. « Comment était ton vol, maman? Tu dois être fatiguée. » Marianne força un sourire. « Ça va, ma chérie, juste une longue journée. »« Je croyais que tu voyageais en première classe, » dit Claire en les guidant vers le parking. « Tu avais parlé du confort pour ta hanche. » Marianne hésita. « Il y a eu un problème de siège, je t'expliquerai plus tard. » Claire lui lança un regard curieux, mais n'insista pas en présence des enfants. Ils chargèrent les bagages dans le SUV électrique de Claire et prirent de la route vers sa maison à Antibes, avec vue sur la Méditerranée. Les enfants racontèrent leurs activités scolaires et leurs passions, Camille parlant de son intérêt pour la danse et Lucas de son équipe de football. Leur bavardage enthousiaste apaisa l'âme blessée de Marianne. À la maison, le mari de Claire, Nicolas, un chirurgien orthopédique, les accueillit avec un dîner préparé selon une recette familiale de bouillabaisse. La maison, une villa moderne avec des baies vitrées donnant sur la mer, embaumait les arômes de poisson et de safran. « Bienvenue, Marianne, » dit Nicolas chaleureusement, l'enlaçant. « Nous avons préparé la chambre d'amis au rez-de-chaussée pour que tu n'aies pas à monter les escaliers avec ta hanche. »« Vous êtes trop bon pour moi, » répondit Marianne, retenant des larmes soudaines. Pendant le dîner, elle se concentra sur sa famille, posant des questions sur les cours de Lucas et l'intérêt grandissant de Camille pour la programmation. Mais Claire, toujours perspicace, remarqua le sourire forcé de sa mère et la légère tremblement de sa main lorsqu'elle saisissait son verre d'eau. Après le dîner, tandis que les enfants finissaient leurs devoirs et que Nicolas se retirait dans son bureau, Claire versa 2 verres de vin rosé et s'assit avec Marianne sur la terrasse face à la mer. « D'accord, maman. Que s'est-il vraiment passé sur ce vol? » Marianne prit une gorgée de vin, la fraîcheur du rosé apaisant sa gorge. Elle avait voulu garder l'incident pour elle, ne souhaitant pas troubler leur temps ensemble. Mais face au regard inquiet de Claire, elle céda. « Ils m'ont retiré de la première classe, » dit-elle, la voix tremblante. « J'avais un billet valide, confirmé la veille, mais ils m'ont forcé à m'asseoir en classe économique. » Claire fronça les sourcils, son esprit d'avocate déjà en alerte. « Maman, c'est de la discrimination pure et simple. Nous devons porter plainte immédiatement. » Marianne soupira. « Je ne sais pas, Claire. Ce serait ma parole contre celle de 3 employés. »« Peu importe, » insista Claire. « Il y a des témoins. D'autres passagers ont vu ce qui s'est passé. La compagnie a des registres de ton achat. C'est un cas clair de discrimination raciale et âgiste. » Marianne regarda les vagues scintiller sous la lune. « J'ai combattu ces batailles toute ma vie, Claire. Je suis fatiguée. »« Et c'est exactement pourquoi tu ne peux pas laisser passer ça, » répondit Claire, saisissant la main de sa mère. « Tu m'as appris à ne jamais accepter l'injustice en silence. Tu as manifesté pour les droits civiques à Paris dans les années 70. Tu as été la première femme noire à diriger un département à la Sorbonne. Et maintenant, tu vas laisser une hôtesse arrogante te marcher dessus? » Marianne sourit tristement face à la fougue de sa fille. « J'étais plus jeune à l'époque, pleine de feu. »« Ce feu est toujours là, » rétorqua Claire. « Je le vois dans tes yeux. Tu n'es pas seulement blessée, maman. Tu es en colère, et tu as raison de l'être. » Cette nuit-là, incapable de dormir malgré le confort de la chambre d'amis, Marianne ressassait l'incident. L'expression arrogante de Sophie, l'attitude désinvolte de Thierry, le silence complice des autres passagers.
Elle ouvrit sa tablette, prête à rédiger une plainte à Air Liberté, mais s'arrêta. Une lettre ne suffirait pas. Une excuse formelle ou un bon de voyage ne réparerait pas l'injustice. Elle prit son téléphone et chercha le numéro d'Antoine Lefebvre, son conseiller financier depuis la mort d'Étienne. Malgré l'heure tardive, Antoine répondit à la 3e sonnerie. « Marianne, tout va bien? » « Je suis désolé de vous appeler si tard, Antoine, mais j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important. »« Bien sûr. Que puis-je faire? » « Je veux des informations sur Air Liberté, leur situation financière, leur performance boursière, leur structure de propriété, tout ce que vous pouvez trouver. » Il y eut une pause. « Vous envisagez un investissement dans l'aérien? C'est un changement radical pour votre portefeuille. » « Disons que j'ai eu une expérience révélatrice avec leur service client aujourd'hui, » répondit Marianne. « Je veux comprendre l'entreprise derrière tout ça. » Le lendemain matin, autour d'un petit déjeuner de croissants et de confitures, Marianne partagea son expérience avec Nicolas et les enfants. Nicolas, outré, proposa de contacter des collègues siégeant dans des conseils d'administration. Lucas, surprenant tout le monde, eut une suggestion pragmatique. « Tu devrais acheter leurs actions, mamie, » dit-il en mordant dans un croissant. Claire rit. « C'est ta solution? Donner de l'argent à la compagnie qui a discriminé ta grand-mère? »« Pas juste quelques actions, » précisa Lucas, sérieux malgré son jeune âge. « Beaucoup d'actions. Assez pour avoir ton mot à dire sur leur façon de fonctionner. » Marianne regarda son petit-fils avec une admiration nouvelle. « C'est exactement ce que je commençais à envisager, Lucas. J'ai demandé à Antoine de faire des recherches sur l'entreprise. » « Vraiment? » Claire semblait surprise. « Je pensais qu'on allait juste porter plainte. »« On peut faire ça aussi, » dit Marianne. « Mais ton fils a raison. Une plainte risque d'être ignorée. L'argent parle d'une manière que les griefs ne font pas. » Tout au long de la journée, alors qu'il visitait le marché aux fleurs de Nice et se promenait sur la promenade des Anglais, le téléphone de Marianne vibra avec des messages d'Antoine. En fin d'après-midi, il lui envoya un rapport préliminaire. Air Liberté était coté en bourse, traversait des difficultés financières depuis la pandémie et faisait face à des critiques pour ses mesures de réduction des coûts affectant le service client. Leur action sous-performait par rapport aux concurrents du secteur. Ce soir-là, alors que Claire couchait les enfants, Marianne et Nicolas discutèrent des conclusions dans la cuisine. « C'est un moment de vulnérabilité pour eux », nota Nicolas, examinant les données financières. Leur PDG, Philippe Martin, a poussé une expansion agressive malgré leurs problèmes de service. Certains membres du conseil d'administration commencent à s'inquiéter. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda Marianne, impressionnée. Nicolas sourit. « J'ai un collègue à l'hôpital qui siège dans un conseil avec une analyste financière spécialisée dans les transports. On en a parlé lors d'un dîner. » Alors que la semaine avançait, Marianne partagea son temps entre les moments en famille et ses recherches sur Air Liberté. Antoine l'a mis en contact avec une équipe d'investissement spécialisée dans les acquisitions d'entreprises. Ils découvrirent que la compagnie avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour discrimination au cours des 5 dernières années, la plupart réglées discrètement. Une soirée, autour de la table à manger, Lucas posa la question qui trottait dans l'esprit de Marianne. « Alors, mamie, tu vas essayer de changer leur façon de traiter les gens? » Marianne sourit, voyant l'esprit analytique d'Étienne dans les yeux de son petit-fils. « Que suggérerais-tu, Lucas? »« Tu dois devenir une investisseuse activiste, » répondit-il avec assurance. « On en a parlé en cours d'économie. C'est quand tu achètes assez d'actions pour influencer la politique de l'entreprise, voire changer la direction. » Claire regarda son fils, surprise. « Depuis quand es-tu si intéressé par la finance d'entreprise? » Lucas haussa les épaules. « Depuis que papa m'a donné des actions technologiques qui ont triplé de valeur, j'ai lu des trucs sur l'investissement. » Marianne rit, sentant une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'incident. « Eh bien, professeur Lucas, quelle est ta recommandation précise? D'abord, il ne faut pas qu'il te voie arriver, » dit-il sérieusement. « Tu devrais acheter des actions via différents comptes pour rester sous les seuils de déclaration. Ensuite, quand tu auras une position importante, tu pourras exiger des changements. » Les adultes le regardèrent, stupéfaits. « Quoi? » dit Lucas sur la défensive.
Je regarde les infos financières. Plus tard dans la nuit, Marianne rappela Antoine. Je veux aller de l'avant avec un investissement stratégique dans Air Liberté, dit-elle fermement. Pas en tant qu'actionnaire passive, mais avec l'intention de changer leur culture et leurs pratiques. C'est une entreprise colossale, Marianne, prévint Antoine. Êtes-vous sûre? Marianne pensa à l'humiliation qu'elle avait subie, multipliée par tant d'autres qui avaient peut-être souffert du même traitement sans ses ressources pour se battre. Elle pensa à Étienne, qui l'avait toujours encouragée à utiliser leur richesse pour un changement significatif, et elle pensa à Lucas, qui l'observait et apprenait de son exemple. « Je n'ai jamais été plus sûre, » répondit-elle. Alors que l'avion de Marianne avait atterri à Nice, un passager, Jacques Moreau, un retraité discret qui avait assisté à l'incident depuis la classe affaires, avait discrètement filmé la scène sur son téléphone. Ce soir-là, dans sa petite maison à Antibes, il envoya la vidéo à un ami journaliste accompagné d'un message. « Ce que j'ai vu aujourd'hui sur ce vol m'a révolté. Cette femme méritait mieux. » Jacques ignorait alors que son geste spontané deviendrait le premier domino dans une série d'événements qui secouraient Air Liberté jusqu'à ses fondations. Marianne, encore ignorante de cette vidéo, passa la soirée à planifier ses prochains pas avec Antoine, déterminée à transformer son indignation en action concrète. Ce n'était que le début. Dans la lumière tamisée de la villa d'Antibes, Marianne Dubois reposa son verre de vin rosé sur la table en bois patiné, son regard fixé sur l'écran de son ordinateur portable. Les chiffres et les graphiques envoyés par Antoine Lefebvre, son conseiller financier, dansaient sous ses yeux comme une partition complexe, révélant les failles d'Air Liberté. La compagnie aérienne, jadis fleuron du transport français, était en proie à des turbulences financières, son cours boursier chutant à cause de plaintes répétées sur le service client et d'une gestion erratique par son PDG, Philippe Martin. Marianne, encore secouée par l'humiliation subie sur leur vol, sentait une détermination nouvelle s'enraciner en elle. Ce n'était plus seulement une question de justice personnelle, c'était une croisade pour transformer une entreprise dont la culture semblait gangrénée par le mépris. Avec l'aide d'Antoine, de sa fille Claire et d'une équipe qu'elle commençait à assembler, Marianne lançait une campagne audacieuse pour acquérir des parts d'Air Liberté et en prendre le contrôle. Elle ne se contenterait pas d'une excuse ou d'un dédommagement, elle voulait changer les règles du jeu. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la Méditerranée, Marianne convoqua une réunion dans le salon de Claire. Autour de la table, outre Claire et Antoine, se trouvait Amélie Dubois. Aucun lien de parenté, une avocate d'entreprise brillante spécialisée dans les droits civils, recommandée par un ancien collègue de la Sorbonne. Amélie, avec ses lunettes à monture fine et son tailleur gris perle, dégageait une assurance tranquille qui contrastait avec la fougue de Claire. « Ce que vous avez vécu sur ce vol, Marianne, est inacceptable », commença Amélie, feuilletant un dossier de notes. « Mais ce n'est pas un incident isolé. Mes premières recherches montrent qu'Air Liberté a fait l'objet de dizaines de plaintes similaires ces 5 dernières années, souvent étouffées par des règlements à l'amiable. » Marianne hocha la tête, son esprit analytique absorbant l'information. « Je veux plus que des excuses. Je veux comprendre comment une entreprise peut permettre cela, et je veux y mettre fin. » Antoine, un homme mince aux cheveux poivre et sel et à l'élégance discrète d'un banquier parisien, prit la parole. « Air Liberté est vulnérable. Leur valeur boursière a chuté de 25% depuis 3 ans, bien en deçà de leurs concurrents comme Air France ou EasyJet. Leur PDG, Philippe Martin, a misé sur une expansion agressive, mais leurs coûts opérationnels sont mal gérés, et le mécontentement des clients pèse lourd sur leur réputation. » Il afficha un graphique sur son tablette montrant une courbe descendante des scores de satisfaction client. « Si vous voulez investir, c'est le moment. Une participation significative pourrait vous donner une voix au conseil d'administration. » Lucas, le petit-fils de Marianne qui écoutait depuis le canapé, intervint. « Mamie, tu devrais acheter les actions discrètement, comme on a dit. Si tu fais trop de bruit, ils vont essayer de t'arrêter. » Marianne sourit. « Tu as raison, Lucas. Antoine, comment procédons-nous pour rester sous le radar? » Antoine expliqua qu'ils utiliseraient plusieurs véhicules d'investissement, des entités distinctes créées pour acheter des actions sans attirer l'attention.
Nous pouvons rester sous le seuil de déclaration obligatoire de 5% imposé par l'autorité des marchés financiers. Une fois que vous aurez une position solide, nous pourrons révéler votre identité et vos intentions. Amélie ajouta. En parallèle, je vais constituer un dossier juridique. Votre expérience, Marianne, est un cas d'école de discrimination raciale et agiste. Nous pouvons menacer d'une action en justice, ce qui renforcera votre position comme investisseur activiste. Claire, qui prenait des notes, leva les yeux. Et si nous faisions appel à des témoins? Il y avait d'autres passagers sur ce vol. Quelqu'un a peut-être vu ce qui s'est passé. Cette suggestion s'avéra prophétique. Quelques jours plus tard, alors que Marianne et Claire déjeunaient dans un bistrot du Vieux-Nice, un courriel arriva d'un inconnu nommé Jacques Moreau. Objet. Ce que j'ai vu sur le vol Paris-Nice. Jacques, un retraité de 65 ans, ancien employé de banque, expliquait qu'il était dans la classe affaires lors de l'incident. « J'ai tout filmé », écrivait-il. Ce que l'hôtesse et le chef de cabine vous ont fait était scandaleux. J'ai envoyé la vidéo à une amie journaliste, mais je voulais vous contacter directement. Comment puis-je vous aider? Marianne, stupéfaite, répondit immédiatement, conviant Jacques à les rejoindre. Lorsqu'il arriva, un homme aux manières posées, vêtu d'un blazer bleu marine, il leur montra la vidéo sur son téléphone. Les images, bien que légèrement tremblantes, capturaient l'échange entre Marianne, Sophie Garnier et Thierry Lambert. On voyait clairement Sophie remettre en question le droit de Marianne à être en première classe et le ton condescendant de Thierry lorsqu'il demandait son reçu. « C'est une preuve irréfutable, » dit Amélie qui avait rejoint la réunion. « Avec votre permission, Marianne, nous pouvons utiliser cela pour renforcer notre dossier. » Jacques devint un allié inattendu. Il raconta que sa propre mère, une femme antillaise, avait souvent été victime de discrimination dans les années 70, ce qui l'avait rendu sensible à l'injustice vécue par Marianne. « Je ne pouvais pas rester silencieux, » expliqua-t-il, ses yeux brillants de conviction. « Si je peux aider à faire changer les choses, je suis avec vous. » Marianne, touchée par son soutien, lui demanda de rester en contact avec Amélie pour coordonner d'éventuelles démarches publiques. Ce même après-midi, Antoine confirma que les premières acquisitions d'actions avaient commencé. « Nous avons sécurisé 2% des actions en circulation via 3 entités distinctes, » annonça-t-il par appel vidéo. « Aucun drapeau rouge pour l'instant, le marché n'a pas encore remarqué. » Mais la campagne de Marianne ne tarda pas à attirer l'attention. Une semaine après son arrivée à Nice, alors qu'elle savourait un café sur la terrasse de Claire, son téléphone sonna. Un numéro inconnu avec un indicatif parisien. « Docteur Dubois », dit une voix masculine, suave mais calculée. « Ici Philippe Martin, PDG d'Air Liberté. » Marianne sentit son pouls s'accélérer, mais garda son calme. « Monsieur Martin, je suis surprise de vous entendre. »« Je pense que nous savons tous les deux pourquoi je vous appelle, » répondit-il. « Votre intérêt soudain pour notre compagnie a attiré mon attention. » Marianne, suivant les conseils d'Antoine, resta évasive. « Je suis simplement une investisseuse qui voit un potentiel inexploité dans votre entreprise, bien que certaines pratiques opérationnelles semblent limiter ce potentiel. » Martin tenta de prendre le contrôle de la conversation. « Je comprends que vous avez eu une expérience regrettable sur l'un de nos vols. Je tiens à vous présenter mes excuses personnelles. Nous prenons les préoccupations de nos clients très au sérieux. Je serais heureux d'arranger une compensation appropriée, disons, des vols en première classe à vie. » Marianne serra les dents, repensant à l'humiliation subie. « Ce n'est pas une question de compensation, Monsieur Martin. Il s'agit de problèmes systémiques dans la manière dont votre compagnie traite certains passagers, des problèmes qui affectent votre valeur actionnariale. » Un silence tendu suivit. « Je vois, » dit Martin, sa voix se durcissant. « Peut-être devrions-nous discuter de ceci en personne. Je peux organiser un jet privé pour vous amener à notre siège à Paris la semaine prochaine. » « Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Marianne. « Mon équipe contactera directement vos membres du conseil d'administration. J'attends avec impatience un dialogue productif sur l'avenir d'Air Liberté. » Elle raccrocha, son cœur battant, mais un sentiment de satisfaction l'envahissant. Elle avait tenu tête au PDG.
Lorsqu'elle partagea la conversation avec son équipe, Antoine hocha la tête avec approbation. Vous avez parfaitement géré cela. Martin voulait isoler l'incident comme une simple plainte client. En mentionnant le conseil, vous avez maintenu l'initiative. Amélie ajouta. Il a aussi essayé de réduire cela à une question personnelle. Votre réponse montre que vous visez une réforme systémique. Mais la bataille prenait une tournure plus sombre. Cette nuit-là, alors que Marianne se préparait à se coucher, son téléphone sonna à nouveau. Un numéro masqué. Docteur Dubois, dit une voix masculine basse et menaçante, vous devriez reconsidérer votre intérêt pour Air Liberté, pour votre propre bien. Un frisson parcourut Marianne. Qui est-ce que? Demanda-t-elle, mais la ligne fut coupée. Elle resta figée, le téléphone à la main, jusqu'à ce que Claire entre dans la pièce. Maman, tu vas bien? On dirait que tu as vu un fantôme. Marianne relata l'appel et Claire, alarmée, contacta immédiatement Antoine, qui engagea un consultant en sécurité, Paul Ricard, un ancien officier de police. Paul arriva le lendemain matin, un homme robuste au regard perçant. Ce genre de menace est malheureusement courant dans les batailles financières de cette envergure, expliqua-t-il en installant des dispositifs de surveillance sur le téléphone de Marianne. Nous allons renforcer la sécurité de la maison et surveiller toute activité suspecte. Claire, inquiète, demanda « Devrions-nous appeler la police ?» Paul secoua la tête. L'appel était trop vague pour constituer une menace actionnable et il a probablement été passé depuis un téléphone jetable. Mais nous documenterons tout. Cette nuit-là, Marianne fut réveillée par un bruit de verre brisé au rez-de-chaussée. L'alarme de sécurité se déclencha immédiatement et des lumières inondèrent le jardin. Par la fenêtre, elle aperçut une silhouette en vêtements sombres s'enfuyant. La police arriva en quelques minutes, suivie de Paul. Ils découvrirent qu'une brique avait été jetée à travers la fenêtre de la cuisine, avec une note attachée. « Abandonné ». « Cela change la donne », dit Paul, photographiant les preuves. « C'est un acte criminel clair. Nous devons mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires immédiatement. » Le lendemain, l'histoire de Marianne commença à filtrer dans la presse financière. Des manchettes spéculaient sur une mystérieuse investisseuse ciblant Air Liberté, certains suggérant une tentative de prise de contrôle hostile. Les actions de la compagnie fluctuèrent alors que les investisseurs réagissaient à l'incertitude. Antoine convoqua une réunion d'urgence à Nice dans un bureau sécurisé prêté par un ami de Claire. Ils ont mis en place une disposition de pilules empoisonnées, annonça-t-il, consultant une déclaration officielle. Cela empêche tout actionnaire d'acquérir plus de 15% sans l'approbation du conseil. Lucas, qui avait insisté pour assister malgré les inquiétudes de sa mère, demanda « Peuvent-ils faire ça ?» « C'est légal, » répondit Antoine, « mais pas toujours bien vu par le marché. Cela peut être perçu comme une tentative de protéger la direction plutôt que les actionnaires. » Amélie, arrivée avec de nouvelles informations, avait une mine sombre. Air Liberté a annoncé un programme de formation à la diversité pour tout le personnel en contact avec les clients. Une réponse superficielle pour calmer l'opinion publique. Enfin, elle marqua une pause. Mes sources internes indiquent que Sophie Garnier, l'hôtesse qui vous a retiré de votre siège, a été promue au poste de responsable de la formation des hôtesses. Marianne sentit une vague d'indignation. Il récompense son comportement? C'est un message délibéré, répondit Amélie. Il resserre les rangs. Cette nuit-là, Marianne fit un cauchemar, se voyant marcher dans un avion interminable sous les regards moqueurs des passagers, tandis que Sophie Garnier annonçait à tous qu'elle n'avait pas sa place. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant. Malgré ses défis, un nouvel allié émergea. Héloïse Martin, une ancienne hôtesse d'Air Liberté, contacta Amélie par le biais d'un canal confidentiel mis en place pour les lanceurs d'alerte. Héloïse, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux auburn et à la voix douce, avait quitté la compagnie 1 an plus tôt après des années de frustration face à ces pratiques. J'ai vu des instructions non écrites demandant de vérifier certains passagers plus rigoureusement, expliqua-t-elle lors d'une rencontre dans un café discret à Nice.
Les personnes âgées, les non-blancs, ceux qui ne ressemblaient pas aux clients de première classe étaient souvent ciblés pour des contrôles supplémentaires. J'ai des courriels internes qui le prouvent. Elle tendit à Amélie une clé USB contenant des documents accablants. Je ne pouvais plus supporter de faire partie de ce système. Les documents d'Héloïse révélèrent une politique implicite de profilage des passagers, avec des directives codées encourageant le personnel à offrir des compensations minimales aux plaignants âgés ou issus de minorités. C'est explosif, dit Amélie, examinant les fichiers. Cela suggère une discrimination systématique, pas des incidents isolés. Marianne sentit sa résolution se renforcer. Ce n'est pas seulement une question de changer des politiques, c'est toute la culture d'entreprise qu'il faut transformer. Mais le stress commençait à affecter sa santé. Une matinée, alors qu'elle prenait son café, sa main trembla visiblement. « Maman, tu vas bien ?» demanda Claire, inquiète. « Juste fatiguée, » assura Marianne, mais Nicolas, observant depuis la cuisine, insista pour un bilan médical. Le verdict fut préoccupant. Une tension artérielle élevée et des signes d'inflammation liés au stress. « Vous devez ralentir, » conseilla-t-il. « C'est une bataille de longue haleine, pas un sprint. » Marianne accepta de déléguer certaines tâches. Antoine prit en charge les négociations financières, tandis qu'Amélie coordonnait les efforts juridiques. Lucas, pendant ses vacances scolaires, développa un tableur traquant les mouvements du cours boursier d'Air Liberté. Leur action a bondi de 3% quand ils ont annoncé un nouveau partenariat écologique, fit-il remarquer lors d'une réunion. Les investisseurs aiment les initiatives durables. Antoine, impressionné, hocha la tête. « Bonne observation, Lucas. Cela pourrait être utile pour nos futures propositions au Conseil. » Alors que la campagne progressait, un scandale éclata. La vidéo de Jacques fut diffusée par une chaîne d'information locale, déclenchant une tempête sur les réseaux sociaux. Le hashtag « Soutenons Marianne » devint viral, et d'anciens passagers commencèrent à partager leurs propres histoires de discrimination sur les vols d'Air Liberté. La pression publique s'intensifia, forçant la compagnie à publier un communiqué vague, promettant une « révision approfondie » des pratiques de service client. Mais Marianne savait que ce n'était qu'une façade. À mesure que son équipe accumulait discrètement des actions, atteignant 8% des parts en circulation, des rumeurs commencèrent à circuler dans les cercles financiers. Un article dans Les Échos spéculait sur une « investisseuse mystère » visant une prise de contrôle hostile. « Ils savent que quelque chose se prépare », dit Antoine. « Nous devons accélérer avant qu'ils ne contre-attaquent plus durement. » Alors que Marianne se préparait pour l'assemblée des actionnaires imminente, un nouvel obstacle surgit. Un blog financier conservateur publia un article remettant en question ses compétences en investissement, suggérant que son action était motivée par une vendetta personnelle, plutôt qu'une stratégie rationnelle. L'article allait jusqu'à insinuer que son héritage provenait de pratiques douteuses d'Étienne, une accusation facilement réfutable, mais qui força l'équipe à détourner des ressources pour gérer sa réputation. « Ils deviennent désespérés », observa Amélie. « Mais cela signifie que nous les touchons au vif. » Malgré les menaces et les attaques, Marianne restait concentrée. Chaque matin, elle marchait le long de la plage avec Camille, qui pointait du doigt les mouettes et les voiliers au loin. Ces moments de calme l'aidaient à apaiser son esprit et à réduire son stress. Mais à l'approche de l'Assemblée des actionnaires, une nouvelle découverte changea la donne. Héloïse reçut un courriel anonyme d'un employé actuel d'Air Liberté contenant des échanges internes entre cadres supérieurs. Les messages révélaient des discussions explicites sur le profilage des passagers, avec des instructions codées pour limiter les services à certains groupes démographiques. « Si cela est authentifié, » dit Amélie, « c'est une bombe juridique. Cela contredit directement les déclarations publiques de Martin. » Alors que l'équipe se préparait à utiliser ces preuves, Marianne reçut un autre appel de Martin, cette fois plus agressif. « Docteur Dubois, je vous offre une dernière chance, » dit-il, abandonnant toute prétention de courtoisie. « Vendez vos actions à la compagnie avec une prime de 10% et signez un accord de confidentialité. Sinon, vous découvrirez à quel point cette industrie peut être brutale. »
Marianne, bien que secouée, répondit calmement. Monsieur Martin, je ne veux pas votre argent. Je veux que votre compagnie traite chaque passager avec dignité. Et si cela signifie changer votre direction, qu'il en soit ainsi. Elle raccrocha, son cœur battant, mais sa détermination intacte. La bataille pour Air Liberté entrait dans sa phase décisive. La salle de réunion du siège d'Air Liberté, nichée au cœur du quartier d'affaires de la Défense, vibrait d'une tension palpable. Marianne Dubois, vêtue d'un tailleur noir impeccable rehaussé d'un foulard rouge vif, symbole de sa détermination, pénétra dans l'espace aux parois vitrées, flanquée d'Amélie, son avocate, et d'Antoine, son conseiller financier. À 70 ans, elle aurait pu être intimidée par l'Assemblée des actionnaires, un aréopage de costumes gris et de regards scrutateurs, mais ses années de conférences à la Sorbonne et de combat pour la justice l'avaient forgée pour ce moment. Face à elle, Philippe Martin, le PDG d'Air Liberté, trônait à la tête de la table, son sourire crispé trahissant son appréhension. Marianne savait que les preuves qu'elle et son équipe avaient rassemblées, les documents internes, la vidéo de Jacques, les témoignages d'anciens employés, étaient des armes puissantes. Aujourd'hui, elle ne venait pas seulement demander des comptes, elle venait réécrire l'avenir de la compagnie. L'Assemblée débuta par les formalités habituelles. Approbation des comptes, rapport financier. Marianne resta silencieuse, observant les actionnaires, dont certains échangeaient des regards nerveux. Les rumeurs d'une investisseuse activiste avaient circulé et son nom était désormais connu de tous. Quand vint le moment des questions des actionnaires, Marianne leva la main. « Docteur Dubois, dit le président du conseil, un homme grisonnant nommé Gérard Dupont, avec une politesse teintée de méfiance. Vous avez la parole. » Marianne se leva, son regard balayant la salle. « Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui non pas en tant que simple actionnaire, mais en tant que victime d'une discrimination flagrante sur un vol d'Air Liberté. Mon expérience n'est pas isolée. Des documents internes, que mon équipe a obtenus, révèlent une politique systématique de profilage des passagers, ciblant les personnes âgées et les minorités. Cette culture est une honte pour une compagnie qui se prétend championne de l'hospitalité française. Un murmure parcourut la salle. Philippe Martin tenta d'intervenir. « Docteur Dubois, ces allégations sont graves et infondées. Nous avons lancé une formation à la diversité pour répondre à toute préoccupation. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, une voix inattendue s'éleva. Sophie Garnier, l'hôtesse qui avait humilié Marianne, se tenait à l'entrée de la salle, visiblement nerveuse. « Je dois parler, dit-elle, sa voix tremblante. » Les regards se tournèrent vers elle, stupéfaits. « Ce que Dr Dubois dit est vrai. J'ai suivi des instructions implicites pour vérifier certains passagers en première classe. J'ai eu tort de participer à cela, et je m'en excuse. » Un silence choqué s'installa. Marianne, surprise mais reconnaissante, hocha la tête en signe de respect. Sophie poursuivit. « J'ai vu des collègues être réprimandés s'ils ne suivaient pas ces directives. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une pratique courante. » L'intervention de Sophie déclencha une tempête. Un autre employé, le capitaine Laurent, un pilote chevronné d'Air Liberté, se leva à son tour. « Je confirme les propos de Madame Garnier, » déclara-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle. « J'ai vu des ordres écrits et non écrits demandant au personnel de cabine de prioriser certains profils de passagers pour maintenir une image de marque. Cela allait à l'encontre de tout ce que j'ai appris en 30 ans de carrière. » Les actionnaires, visiblement secoués, commencèrent à poser des questions à Martin, dont l'assurance s'effritait. Marianne saisit l'opportunité. « Mesdames et messieurs, Air Liberté ne peut prospérer si elle repose sur une culture de discrimination. Je propose une motion pour remplacer les membres actuels du conseil d'administration et nommer une nouvelle direction, engagée dans l'équité et la transparence. » La motion, soutenue par les 8% d'actions que Marianne et son équipe contrôlaient, ainsi que par plusieurs actionnaires minoritaires indignés par les révélations, fut mise au vote. Après un débat houleux, marqué par les tentatives désespérées de Martin pour rallier ses alliés, la motion passa.
Martin et plusieurs membres du conseil furent démis de leurs fonctions. Marianne proposa Isabelle Renaud, une cadre expérimentée du secteur aérien connue pour ses initiatives en faveur de la diversité, comme nouvelle PDG. Isabelle, présente dans la salle, accepta avec une dignité calme, promettant de reconstruire la confiance des passagers et des employés. Dans les semaines qui suivirent, Marianne travailla étroitement avec Isabelle pour transformer Air Liberté. La compagnie fut rebaptisée Égalité Airlines, un nom choisi pour refléter son nouvel engagement envers l'inclusion. Un logo, une colombe stylisée sur fond bleu ciel, fut dévoilé lors d'une cérémonie à Paris où Marianne prononça un discours émouvant. « Cette compagnie n'appartient pas seulement à ses actionnaires, déclara-t-elle, mais à chaque passager qui mérite d'être traité avec respect, quelle que soit son apparence ou son âge. » Les politiques internes furent révisées, des formations obligatoires sur la diversité furent instaurées et un comité de surveillance indépendant fut créé pour traiter les plaintes des passagers. Mais l'héritage de Marianne allait au-delà de la compagnie. Inspirée par une conversation avec sa petite-fille Camille, qui rêvait de devenir pilote, Marianne créa le Fonds pour l'égalité des transports. Ce fonds, financé par une partie des bénéfices d'Égalité Airlines, offrait des bourses à des jeunes issus de communautés sous-représentées pour suivre des formations de pilotes ou de personnel navigant. Lors de l'inauguration du fonds, Camille, âgée de 9 ans, monta sur scène pour lire une lettre qu'elle avait écrite à sa grand-mère. « Mamie, grâce à toi, je sais que je peux devenir pilote un jour, parce que tu as montré que tout le monde a sa place dans le ciel. » Voici Sam, Mamie, Sam, dum. Les larmes aux yeux, Marianne serra sa petite-fille dans ses bras, sous les applaudissements de l'audience. Malgré les victoires, la bataille avait laissé des traces. Les menaces reçues pendant la campagne pesaient encore sur Marianne, et son médecin l'avait mise en garde contre les effets du stress sur sa santé. Pourtant, elle trouvait du réconfort dans les moments passés avec sa famille, en particulier avec Lucas, qui suivait désormais les cours boursiers avec l'enthousiasme d'un futur financier, et Camille, dont les rêves d'aviation grandissaient. Un soir, alors qu'elle triait son courrier à Antibes, Marianne trouva une lettre manuscrite, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un message simple. « Merci, docteur Dubois. Vous m'avez inspiré à ne jamais accepter l'injustice. Une passagère reconnaissante. » Marianne sourit, pliant soigneusement la lettre. Elle savait que son combat avait allumé une étincelle, non seulement pour Égalité Airlines, mais pour tous ceux qui croyaient en un monde plus juste. L'histoire de Marianne Dubois est une ode à la résilience et à la justice, ancrée dans les valeurs françaises d'égalité et de dignité. Son combat contre la discrimination chez Air Liberté nous enseigne que l'injustice, même personnelle, peut devenir un catalyseur pour un changement systémique. Marianne, avec son courage et sa détermination, incarne l'idée que l'âge, la couleur de peau ou le statut social ne doivent jamais limiter notre capacité à défendre ce qui est juste. Dans la culture française, où l'on chérit la liberté et l'équité, son parcours résonne comme un appel à ne pas accepter l'inacceptable, à transformer la colère en action constructive. La leçon à tirer est claire. Chacun de nous, à son échelle, peut défier les injustices en s'appuyant sur la persévérance et la solidarité. Que ce soit dans nos interactions quotidiennes ou dans des luttes plus vastes, l'histoire de Marianne nous rappelle de toujours agir avec intégrité et compassion. Si cette histoire vous inspire, likez et partagez cette vidéo pour diffuser son message. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits motivants et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons entendre la voix du changement.